Alors, asseyez-vous, je vous en prie. Moi aussi, je vais m'asseoir, comme ça vous... Et Monsieur Frédéric Baul, qui est vice-président du campus de la Transition. On est en Seine-et-Marne, deux régions extrêmement différentes, deux expérimentations, même des expériences, on peut le dire, différentes aussi, mais qui s'inscrivent dans la dynamique de Laudato Si, c'est-à-dire cette façon, voilà, de vivre cette transition écologique, sociétale, dans nos façons de vivre différentes, parce que maintenant, assez de parler, il faut y aller. Merci à tous les deux d'être là. Alors on va faire un petit exercice ensemble parce que vous avez deux réalités qui sont sur le fond dans la même lignée, mais vous en êtes chacun à des réflexions et des avancées différentes. Alors Philippe, on commence avec vous. L'Argenté à Bayonne, une volonté, une congrégation, les Ursulines, et quelque chose qui commence en 2012. Sœur Cécile, bonjour. Ah bah non. Sœur Cécile, on va la voir tout à l'heure, puisque Sœur Cécile est la présidente du campus de la Transition. Et donc là, on est davantage avec les assomptionnistes. Alors, Philippe, on commence avec vous. Donc, c'était 2012. Cette volonté, les origines d'aller dans cette démarche, ça venait de quoi? De qui? Alors, ça vient de... Bon, déjà, bonjour. Ça vient de plein de faisceaux qui se sont croisés. Ça vient d'abord de la salle des profs. Avant de venir d'ailleurs, ça vient de la salle des profs, ça vient d'enseignants qui se sont dit ça suffit d'être uniquement sur des actions de saupoudrage, de démarche, de développement durable. Il faut peut-être passer à une proposition qui fasse sens dans sa globalité. Ça vient aussi vous l'avez dit, des Ursulines. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elles ont inspiré le pape François dans son encyclique, mais dès 2013, à l'occasion d'un chapitre général des Ursulines, il a été souhaité que l'ensemble de la congrégation et des établissements du réseau mondial réfléchissent et travaillent sur une thématique extrêmement, je dirais, osée, c'était d'être au défi de l'écologie et des migrations. Et depuis 2012, du coup, dans tous nos établissements scolaires, nous avons parlé à l'instant de la Nouvelle-Aquitaine. En Nouvelle-Aquitaine, ça va d'une toute petite école qui est située dans ce diocèse à Bonloc, où il y a une vingtaine d'élèves, à de gros ensembles scolaires comme le nôtre. Donc dans tous les établissements de la tutelle, d'essayer de vraiment initier cette réponse au défi de l'écologie et des migrations. Donc des enseignants, une volonté de congrégation, une intuition partagée aussi, parce que c'est pas tout d'avoir des directives et des perspectives, il faut aussi se sentir soi-même, je dirais, en conversion par rapport à cela, et puis petit à petit, modestement, avec beaucoup d'humilité, et puis encore aujourd'hui avec la réalité de l'imperfection, de se dire on avance peu à peu. Et on disait à l'instant, je crois, avec aujourd'hui, un vrai tournant à prendre d'une certaine radicalité. Et je crois que ce que nous voyons advenir et ce qui nous pousse aussi, avec, je pense notamment aux mobilisations récentes des lycéens, nous invite à une vraie radicalité et qui va nous questionner en tant qu'établissement scolaire. C'est pas qui va nous questionner, qui nous questionne en tant qu'établissement scolaire. Et quand vous dites, alors, des volontés, des enseignants, sûrement des jeunes chez qui ça a fait écho, et puis aussi l'OGEC qui a été un soutien, qui a partagé cette volonté, cette pensée. Alors, oui, alors un vrai soutien, pas forcément un aiguillon, il a fallu le convaincre parce que c'était pas forcément sa porte d'entrée, ce n'est pas sa porte d'entrée, mais le convaincre que le modèle à inventer doit être inspiré par cette, je dirais, cette écologie intégrale telle que le pape François nous invite à le faire. Et sans doute d'ailleurs que les chiffres, à un moment donné, se rejoignent aussi. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre, on va y revenir. Frédéric Baul, merci d'être venu de Bergerac pour nous raconter effectivement le début de cette aventure. Cette aventure, c'est le campus de la Transition. Ça se situe dans un bâtiment qui s'appelle Les Forges, avec Sœur Cécile Renoir. Je fais attention parce que je lui dis toujours Renoir. Elle me dit non, Nathalie, Renoir.
et qui est à la tête de cette association. Vous en êtes le vice-président. La motivation du campus de la transition, juste d'un mot, et ensuite on écoute sœur Cécile. Cette aventure ne vient pas du monde ecclésial en tant que tel, mais de la rencontre du monde universitaire et du monde de l'entreprise, avec un certain nombre de personnes qui se posaient des questions sur l'écologie et l'économie. Et la proposition de Laudato Si par le pape François, ainsi que nos pratiques de formation en université et en grandes écoles, nous ont amenés à faire un certain nombre de constats. Un discours est tenu, une invitation est faite. Ça dépasse largement le cercle des experts techniciens. Et nous constatons que les cursus universitaires, grandes écoles, ne s'adaptent pas, ne prennent pas en compte la réalité des changements que nous avons à vivre dans nos modes de vie pour faire face à l'enjeu de la transition qui nous attend. Que faire? Se lamenter ou passer à l'acte? Nous avons plutôt pris l'option de passer à l'acte, avec un deuxième aiguillon qui renvoie aux propos sur les générations, avec tout un tas de lettres après, dont on a parlé hier. Le constat que les étudiants que nous rencontrions dans des formations auxquelles nous contribuions pouvaient faire des parcours Bac+5, puis 6 mois de stage en entreprise, et jeter l'éponge au bout de ces 6 mois en disant « Je viens de réaliser que j'ai passé 5 ans de ma vie à faire quelque chose qui ne me plaît pas, et je ne veux pas aller plus loin. » Donc un constat d'échec de notre processus de fabrication des futures élites, qui commence par nos enracinements dans les différents OGEC et les propositions de formation que nous faisons dès l'école primaire. Notre parcours d'excellence aboutit de plus en plus à des échecs, on en a parlé hier, à une adaptation des propositions sociales que nous faisons à ces jeunes, et donc il y a quelque chose qui dysfonctionne aujourd'hui dans notre société. Donc c'est à cela que nous avons essayé de nous attacher en faisant quelques propositions et en créant une association, Campus de la Transition, à la fin de 2017. 2017. Alors justement, on est en 2019. On va écouter tout de suite sœur Cécile Renoir, que j'ai eu la chance de rencontrer. C'est une chance, parce que effectivement... Sœur Cécile, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui a présidé à vos motivations par rapport à la création du campus de la transition ? Alors le grand désir de travailler pour ce que le pape appelle l'écologie intégrale, c'est-à-dire le souci de relier les choses, de montrer que la question écologique est sociale, d'ailleurs que ces questions vont ensemble et qu'elles doivent être complètement articulées à la question économique. Et du coup, moi, je travaille depuis une quinzaine d'années sur la question de l'engagement des entreprises en termes de responsabilité sociale, sociétale, environnementale, politique aussi. Et je suis de plus en plus convaincue qu'il y a beaucoup à faire pour relier les domaines et faire en sorte que cette responsabilité économique et financière, je pense qu'il rejoint bien les activités qui sont les vôtres, elles aient aussi à voir avec un engagement de long terme et puis de plus court terme aussi, notamment pour les plus vulnérables de nos sociétés. Voilà. Pourquoi créer un campus ? Alors, le campus de la transition, je vais dire peut-être un peu ce que c'est. Le campus de la transition, donc c'est un lieu, un domaine à Forges, en Seine-et-Marne, comme vous l'avez dit, qui a été mis à la disposition de notre projet par ma congrégation et qui est un lieu qui se veut un lieu d'expérimentation de la transition écologique et sociale. Donc, nous essayons, nous qui vivons dans le lieu, mais avec ceux que nous accueillons, nous essayons de nous mettre en transition dans tous les éléments de notre vie, que ce soit les enjeux d'alimentation, d'énergie, de chauffage, de mobilité, de rapport à la nature. Et puis on essaye de travailler avec des acteurs du territoire pour pouvoir faire en sorte que ça ne soit pas une bulle isolée, mais que ce soit un projet qui aide peut-être d'autres à se mettre en mouvement. Et puis c'est un lieu de formation, d'éducation et de recherche. L'idée étant d'aider des chercheurs de différentes disciplines, des professeurs, des enseignants, de grandes écoles, d'universités, des professionnels, et ça pourrait être aussi des professeurs d'établissements scolaires, des équipes de direction, des équipes de gestion, venir dans un lieu qui est propice, je pense, à une interrogation assez fondamentale.
Et c'est ce dont le pape parle quand il évoque la question de la conversion écologique nécessaire, qui que nous soyons, quelles que soient nos occupations. Nous avons tous peut-être à prendre davantage conscience, je reprends les mots du pape, que le cri de la terre et le cri des pauvres sont liés. Et que, voilà, on peut entendre un discours parfois très catastrophiste et qui concerne justement les dégradations énormes de l'environnement, des écosystèmes, et avec les conséquences que ça a sur les plus vulnérables. Et nous savons qu'il y a des tas de choses à faire et que malheureusement, il y a aussi une inertie phénoménale. Donc un lieu comme le campus, c'est finalement aussi un lieu qui peut être, alors même qu'on parle décélérer, mais un accélérateur de la transition écologique et sociale au sens d'un accélérateur des prises de conscience positives, que tout ça n'est pas qu'un tissu de mauvaises nouvelles, mais aussi une manière de mieux vivre ensemble. Dans 5 ans, qu'est-ce que ce sera, le campus de la transition ? On espère justement se projeter dans un lieu. Alors, je ne sais pas si dans 5 ans, on sera carbone neutre, mais essayer d'être le plus cohérent possible par rapport à l'accord de Paris, par exemple, sur le climat, en se disant, oui, il y a un énorme défi pour nous tous à réduire notre empreinte carbone. Donc on est en train de réfléchir avec toutes les belles compétences là, du collectif pour voir comment est-ce qu'on va pouvoir y arriver. Donc cet objectif-là, il est très très structurant pour un certain nombre de choix et qui du coup ont des conséquences très concrètes sur nos manières de nous déplacer, de nous chauffer, voilà, d'envisager la rénovation du lieu. Et donc ça ouvre plein de pistes et puis de chemins sur lesquels nous débattons. Donc ça, c'est un grand objectif. Un objectif, ce serait aussi de favoriser la mixité sociale. Il y a un énorme enjeu lié à l'homogénéité sociale dans les grandes écoles. Voilà. Et donc, nous voudrions aider les étudiants et les professionnels aussi qui viennent sur le campus à avoir accès à des réalités qu'ils ne côtoient parfois que de très loin. Et donc, d'arriver à regarder les choses, les réalités avec les yeux des plus vulnérables, ça me semble déterminant. Et puis le campus, on voudrait que ce soit justement un lieu de convivialité, de bienveillance, même si le mot est un peu galvaudé, de respect profond des personnes qui permettent d'ouvrir à ce que Patrick Vivray appelle les désaccords féconds, c'est-à-dire la capacité à partager des convictions, mais à être aussi parfois en débat sur les moyens d'y parvenir et être sans concession sur les grands défis que nous avons à relever et en même temps en se disant qu'il y a plein de chemins qui permettent d'y parvenir, mais que nous devons en discuter et agir ensemble, surtout faire des choses ensemble. Donc on voudrait que ça soit un lieu qui nous permette de ne pas nous payer de mots et en même temps de favoriser une immense créativité et une joie d'être et d'avancer ensemble. Voilà, sœur Cécile Renoir, formidable dans ses convictions. Habiter, bien sûr, le Christ est au centre. Frédéric, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Parce qu'on a vu quelques jeunes, on a bien vu qu'il y avait un potager qui était en route. Vous en êtes où ? Eh bien, nous accueillons aujourd'hui les 2e journées de Forge dédiées à l'énergie et à notre relation au quotidien à l'énergie. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Ça veut dire que le tissu associatif a pris, le pari que nous avons fait d'avoir quelques volontaires qui s'engagent à venir vivre sur un domaine, à reprendre à zéro, a réussi. Cette première équipe de 5 personnes comprenait aussi, nous en parlions rapidement, un réfugié du réseau JRS venant d'Érythrée qui, bonne nouvelle, fallait voir son sourire, a été autorisé à rester en France et a choisi de continuer à vivre avec nous et à se former dans la ville voisine de Montereau. Donc ça, c'est le petit noyau qui s'élargit. Nous sommes maintenant 8 permanents à vivre sur le site et tout autour, un réseau de bénévoles qui vient à la fois faire, vivre, partager, construire, réfléchir, apprendre. Et tout cela avec des temps forts comme ces journées de Forge, c'est-à-dire la mobilisation d'universitaires, d'experts qui permettent de mettre des mots sur ce qui se vit. Et avec des liens avec le territoire où vous êtes installé. Et bien sûr, avec des liens avec le territoire. Nous sommes en dialogue permanent avec le maire, mais aussi avec Montereau, la ville d'à côté, l'agglomération de communes, etc. Donc nous avons réellement un projet d'enracinement dans ce territoire qui nous conduit à réfléchir, par exemple, à utiliser une partie de nos bâtiments pour en faire un centre d'accueil
pour les jeunes migrants autorisés à séjourner sur le territoire de France, donc dans notre département. Ouais. Mais ceci, c'est pour l'implantation et permettre d'avoir un lieu de référence, partie du réseau des oasis des colibris, qui permettent aux uns et aux autres de venir justement faire cette expérience d'un déplacement par rapport à leur vie quotidienne. Et c'est ce que nous avons déjà commencé à proposer à des enseignants qui ont des modules de formation, de cours en université ou en grandes écoles, et qui viennent proposer leur parcours sur le site de Forges pendant une semaine avec un hébergement complet de leurs étudiants sur le site qui participent à la vie de la communauté, donc découvrent concrètement au quotidien ce que c'est que se mettre en transition dans ce tel domaine. Ouais, vraiment l'expérimentation, quoi. Tout à fait. Et donc, dernier élément, une formation pour les post-bac, post-cursus de master qui commence au mois d'avril. Ça s'appelle T-Camp. C'est une université de 2 mois pour des jeunes qui, justement, font un constat de désespérance, de fausse route sur leur parcours universitaire. Et donc, nous avons conçu un module avec les colibris pour voir comment les aider à se réorienter et à reconstruire un projet personnel. Et retrouver de l'appétence à vivre, à être et à s'engager pour nous tous. Philippe, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors vous, il y a eu beaucoup de choses très concrètes qui se sont transformées au sein de l'établissement. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et qui vous a permis de réfléchir pour faire différemment? Alors, même ce qui fonctionne nous permet de réfléchir et de faire différemment. Bien sûr. Je vais essayer, sans faire un catalogue, essayer de donner quelques axes de réalisation. C'est un projet d'éducation. D'abord, je dirais, c'est ce que nous réussissons, c'est de promouvoir l'engagement des élèves. Dans notre projet d'établissement, il y a un axe qui s'intitule « S'initier à l'engagement ». Et aujourd'hui, sur cette démarche-là, ça va d'éco-délégués qui sont des relais au sein des classes quant aux actions que nous pouvons mener, alors qui sont des actions que l'on mène dans beaucoup de nos établissements, autour de la collecte, du recyclage du papier, autour des économies d'énergie, voilà, faire de la communication. Donc on a des éco-délégués qui ne sont pas élus, ce sont des volontaires qui chaque année se portent présents, se désignent pour mener cela. C'est également un autre axe important dans l'engagement. C'est quelque chose que nous avons initié cette année et qui est une vraie révélation pour nous. Chaque élève de première, donc chez nous ce sont 180 élèves, doit s'engager à réaliser 30 heures d'engagement pour l'autre. Voilà. Nous avons une devise dans les écoles sous tutelle des Ursulines qui est « Serviam », je servirai. Et donc, de façon concrète, on demande à chaque jeune, accompagné toujours par un adulte référent. Voilà. Moi, par exemple, j'ai 5 élèves de première dont je suis le référent. Et nous travaillons, par exemple, avec une association qui s'appelle Bestearekin, qui veut dire avec l'autre, qui s'occupe de l'accueil de familles de migrants, accueil dans l'alphabétisation, l'hébergement, toutes les démarches juridiques, et également dans de l'animation pour les enfants. Donc ces 5 jeunes ont organisé, par exemple, le premier de l'an, ont organisé des après-midi récréatifs pour les enfants de ces familles-là. Voilà. Puis ça va sur quantité de types d'engagement. Ça va être aussi du tutorat d'élèves ou bien de l'entraînement de foot dans le club du coin. Mais c'est les initiales engagement. Avec, chose très importante, à chaque période, toutes les 6 semaines, un temps de relecture. Qu'est-ce que mon engagement m'a apporté, quelles ont été mes difficultés, et essayer de relier aussi avec la construction de chacun. Voilà. Autre type d'action que nous menons, c'est l'accueil, la scolarisation de migrants. Donc là aussi avec le soutien de l'enseignement catholique. Voilà, nous avons les choses font que le Pays Basque est devenu ces derniers mois une porte d'entrée pour des populations venues d'Afrique de l'Ouest, et que Bayonne notamment est un premier lieu d'entrée sur le territoire français. Et donc nous sommes retrouvés confrontés à l'automne à l'accueil de jeunes, de migrants isolés que nous accueillons dans notre établissement. Donc c'est venu aussi interpeller notre façon d'accueillir et notre devoir d'accueillir.
Voilà quelques types d'actions, hein, je pourrais en décliner d'autres. Par rapport aux jeunes, Oui. vous ressentez que justement en faisant, il y a quelque chose qui prend, que c'est bien plus limpide que des paroles, les bonnes intentions, ou est-ce que c'est vraiment toujours certains jeunes qui sont plus volontaires que d'autres, plus engagés, et finalement il l'auraient peut-être été sans expérimenter? Alors, dans le discours, je dirais que c'est quelque chose qui prend. Le jeune, les jeunes, ou le jeune de façon globale, est extrêmement sensible à ces questions-là. Aujourd'hui, je crois que là où est le grand défi, c'est de passer d'un discours convaincant à un modèle de vie qui soit en adéquation. Je me bats dans mon établissement contre les scooters. Ouais. Voilà, parce que chose qui était aberrante, ils sont allés manifester vendredi 15 mars en prenant leur scooter. Ouais. Bon, et au printemps, là, il fait beau sur Bayonne, et je vois sur le parking régulièrement 150 à 200 scooters et 15 vélos. Qui pleurent. Et donc c'est un défi là, que nous avons. Alors là aussi, on se mobilise avec des partenaires locaux hein, sur un vrai plan vélo. Parce que bon, il faut avoir un vélo, il faut qu'il y ait des pistes cyclables qui permettent d'accéder facilement de façon sécurisée. Donc on travaille avec les collectivités locales aussi. Et on n'est pas seul. Hein. Alors là aussi, nous avons réussi à entraîner. Avec l'OGEC notamment. Avec l'OGEC et puis aussi avec les établissements scolaires voisins d'enseignement catholique ou d'enseignement public. On se dit qu'il faut qu'on ait une vraie démarche collective pour que le mouvement dépasse juste quelques motivés dans un établissement scolaire. Alors, il y a quelque chose une préoccupation que vous avez en ce moment, qui rejoint celle de toute l'équipe de sœurs Cécile et de Frédéric, c'est le bâtiment. Là aussi, c'est plus qu'une volonté, c'est rentrer en action, c'est beaucoup d'argent. Vous en êtes où? Un bâtiment qui est déjà ancien. Hein. Voilà, c'est beaucoup d'argent et voilà, avec la problématique de nos établissements qui se sont construits au fil du temps, dans des lieux qui n'avaient pas forcément été pensés pour être un établissement scolaire. Hein. L'Argenté, ce n'est pas l'endroit où il y a de l'argent. Hein. L'Argenté, c'est une espèce, une essence de tilleul, le tilleul argenté, et qui est le nom d'une villa historique où des sœurs Ursulines de retour d'exil se sont implantées en 1920. Un petit pensionnat de jeunes filles qui, comme un village africain, petit à petit s'est agrandi sans forcément penser à l'écologie intégrale. Ouais. Donc on a fait des bâtiments qui ne sont pas du tout vertueux en termes énergétiques, en termes même d'espace, je dirais bienveillant offert aux élèves. Ouais. Donc c'est un très long défi que de petit à petit à la fois rénover et puis aussi s'agrandir en ayant une démarche qui prenne en compte cette dimension-là. Donc, avec aussi la nécessité que les différents acteurs, donc l'OGEC bien entendu, mais aussi le gestionnaire, mais aussi les équipes techniques, entrent dans cette démarche-là. Donc là, il y a une vraie pédagogie à mener. Et puis, aujourd'hui, le sentiment que, quand on peut se le permettre, mais je pense que la mutualisation aussi entre écoles peut nous y aider, c'est de s'entourer, de s'épauler de compétences professionnelles. Voilà, je dirais... De maître d'ouvrage. De maître d'ouvrage. Je crois qu'aujourd'hui, la véritable action que nous devons mener, c'est de nous faire assister par des AMO, hein, des assistants maîtres d'ouvrage, qui de plus en plus sont formés à cela. On a une génération aujourd'hui, moi je travaille avec un AMO qui est un jeune quadra et qui, dans sa formation, a une vraie sensibilité et de vraies compétences autour des problématiques de bâtiments passifs, notamment. Parce que sans dénigrer la génération au-dessus, notamment les architectes, ce n'est pas entré dans leur culture de formation. Et donc, oui, peu à peu, ils s'y mettent, mais ce n'est pas forcément intégré. C'est plus parce que le donneur d'ordre leur demande d'avoir cette dimension-là qu'ils vont regarder un petit peu ce qui peut se faire. Et alors donc ça pourrait s'orienter vers quoi par rapport à votre bâtiment? Ce sur quoi l'empreinte carbone, on a compris, ça veut dire que les transformations qui devraient se faire, c'est quoi et comment vous allez le vivre par rapport au bâtiment? Bon, dans la rénovation, c'est tout ce qui va être de façon très concrète. Hein. Dès qu'on a changé des fenêtres, des huisseries, de l'isolation, c'est d'en faire
un choix prioritaire dans notre l'axe financier, dans le cahier des charges que nous allons établir. Ensuite, dans les constructions nouvelles. Ça va être aussi une entrée systématique. Ça doit être une entrée systématique et ça l'est. Là, on est en train de travailler sur un projet de salle de sport et ça va être, avec l'aspect financier, ça va être l'aspect prioritaire également. D'accord, donc mettre tout ça en adéquation, c'est-à-dire le bâtiment, la volonté, les hommes voilà. et le territoire. Et avec intégrer que, bon, il y a, je dirais, une démarche philosophique, bien sûr, mais aussi en termes de modèle économique, que l'on y gagnera aussi. C'est-à-dire que sur le long terme, si on calcule les charges sur 10, 15, 20 ans, on y gagnera. C'est sûr que sur les premiers exercices, sur l'amortissement du bâtiment, ça sera peut-être plus difficile à convaincre, mais économiquement, nous y gagnerons aussi. Et ça peut être aussi d'ailleurs un argument pour convaincre les familles et de ces jeunes, de la génération Z et Alpha, quand ça va avancer, parce que malgré tout, on sent que c'est un enjeu sociétal qui touche ces jeunes. Et les familles se laissent convaitre. Et se laissent convaincre. Oui. Il y a un état d'esprit séduisant. On le sent bien. On se sent soutenu dans cette démarche. Dans cette démarche. Frédéric, justement, ce qui m'a frappé quand j'ai discuté avec sœur Cécile, c'est qu'elle m'expliquait que, bien sûr, vous accueillez des jeunes qui sont eux-mêmes en transition, qui veulent réfléchir, s'engager différemment. Et en même temps, vous essayez, enfin l'idée, c'est aussi de faire évoluer les valeurs et notamment d'inventer probablement de nouvelles métriques dans le vivre ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, c'est une question piège. C'est vrai. Non, c'est pas l'objet. C'est parce que si je vous la pose, c'est parce que moi-même, je me suis dit, waouh, ça veut dire que quoi ? Dans le critère argent, on fait plus de bénéfices, mais on regarde l'humain. Enfin voilà, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? L'enjeu que nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons, l'enjeu est un enjeu de mise en cohérence de la vie de chacun avec son récit de vie. Nous sommes de plus en plus frappés des remises en cause institutionnelles qui prennent racine dans une situation où les responsables institutionnels tiennent un discours qui n'est pas aligné avec leurs pratiques. Ce hiatus entre le dire et le faire provoque des phénomènes de rejet et ceux-ci peuvent être très violents. La communication, le message, le packaging de l'idée pour séduire, le marketing intellectuel que nous faisons ne donne pas envie de rejoindre les projets qui se placent sur ce plan-là uniquement. C'est en expérimentant quelque chose de construit ensemble que les jeunes que nous rencontrons se mettent en route et réalisent qu'ils ont la possibilité de contribuer dans leur zone d'influence à changer le monde dès aujourd'hui. Donc, je ne parlerai peut-être pas de métrique qui a une connotation quantitative, mais de déplacement progressif d'un discours qui est adressé à ces jeunes de milieux aisés. Nous sommes sur des catégories socio-professionnelles. C'est ce qui me frappait hier en écoutant le discours sur les générations. Je me disais, est-ce qu'on n'est pas en train de parler quand même d'une certaine frange de population ? Qu'est-ce que ça a à voir avec les jeunes qui vivent dans les cités HLM de Bergerac ? Vous voyez, je ne suis pas sûr qu'ils soient X, Y, Z, alpha. Ils ont peut-être d'autres expérimentations aujourd'hui. Mais pour ceux qui sont dans cette catégorie des gens finalement de milieux privilégiés, se pose la question de quoi faire de sa vie. Et le projet sociétal qui leur est donné, c'est soit vous rejoignez une entreprise, soit vous devenez entrepreneur de votre vie, mais à chaque fois, c'est la valeur économique qui est mise en avant. C'est réussissez matériellement. Or, ce n'est pas cela qu'ils cherchent. C'est réussir ensemble à être heureux. Voilà le déplacement peut-être que nous essayons de vivre. De cette valeur-là. Alors, alors vous avez effectivement, vous êtes critique par rapport à ce que vous avez entendu en disant ça ne concerne pas tous les enfants. On est d'accord, hein, il ne s'agit pas de mettre tout le monde derrière dans le même wagon. Mais
vous-même, en fait, votre démarche, elle est quand même assez élitiste, non? C'est-à-dire qu'en fait, là, vous accueillez des gens en Bac+5, Bac+12. Alors, nous sommes pourquoi se concentrer uniquement sur ce public-là? Alors, je dirais que c'est un peu une tradition quasi jésuite, si vous voulez, de viser les milieux que l'on connaît et ceux dont on vient pour essayer d'être force de changement là où on peut l'être. Les personnes qui sont à l'origine de ce projet viennent d'un milieu privilégié et savent opérer dans un milieu privilégié. Le problème de notre milieu privilégié, Gaël Giraud, mon ami Gaël Giraud, jésuite, l'expliquait bien dans un livre qui s'appelle Illusion financière, qui gagne à être relu encore aujourd'hui, 10 ans après la crise. Il signalait que nous en sommes aujourd'hui à des classes d'âge qui font des études supérieures en nombre suffisant pour que cette classe d'âge devienne endogène, enfin fonctionne de façon endogène sans avoir besoin des autres catégories socio-professionnelles pour vivre. Nous étudions, nous grandissons, nous nous marions, nous avons des enfants dans le même milieu socio-professionnel et nous n'avons pas besoin des 75 autres % de la population pour que ce milieu se reproduise. Et c'est dans ce milieu-là qu'il nous a été donné de vivre, nous, et c'est dans ce milieu-là que nous avons constaté que la réception de Laudato Si nous mettait en situation de hiatus permanent, de dissonance éthique entre l'invitation du pape François à faire de nos vies quelque chose qui tienne compte de la clameur de la terre et des pauvres, là où nous étions en fait en train de continuer à chercher à accumuler toujours davantage de biens. Et donc là, ce hiatus-là pose question. Cette cohérence, la cohésion, dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, vous partagez ça, Philippe? Oui, totalement. Parce que, c'est une opportunité pour... alors j'ai entendu un mot, je ne sais pas si on a le droit de le dire, l'entreprise d'église. On peut? J'ai le droit? J'ai entendu ce mot-là. Philippe? À saisir justement pour retrouver ce sens, pour retrouver le Christ au centre, pour retrouver ces valeurs. Oui, c'est une opportunité. Moi, je m'amuse à dire souvent qu'on a une sacrée caution morale désormais avec Laudato Si ou moi avec ma tutelle Ursuline, de se sentir quelque part dépassé et porté par ces paroles-là. Et que quand je dis dépasser, ça veut dire voilà, ça ne m'appartient pas, ça ne nous appartient pas d'être dans cette démarche. Et donc cette légitimité, voilà, est une vraie opportunité ou une vraie force. Ça nous renvoie aussi à notre humilité et qui fait que je crois que le passage qui est en train de s'opérer, c'est qu'il y a quelques années, je me situais plus en tant que... Je nous situais en tant que militant dans cette démarche-là. Aujourd'hui, je ne raisonne plus en tant que militant. Je raisonne en tant que chrétien, tout simplement, naturellement. Avec des choses qui nous ont surpris, qui ont pu nous surprendre ces derniers mois, sur certains types d'actions, des questionnements entre nous, en se disant, mais attendez, là, ce qu'on fait là, c'est la pastorale, ou c'est le groupe Agenda 21? Et puis à se dire, on s'en fiche de savoir qui c'est nous, c'est notre établissement scolaire. Et puis du coup, de plus en plus de thématiques, d'actions, de réflexions qui étaient portées soit par le groupe Agenda 21, soit par l'animation pastorale, mais qui finalement ne font plus qu'un. Donc la cohérence, on est en train de... Finalement, on ne l'avait pas forcément imaginé, elle est en train de se révéler à nous, et avec cette légitimité que donne Laudato Si. Notamment. Et de faire éclater. Oui. Voilà, de faire éclater des chapelles, des étiquettes, voilà, puis porté par d'autres choses. On pourrait évoquer aussi le mouvement Église verte, qui est venu aussi, à un moment donné, nous dire, tiens, mais il y a aussi au sein de l'Église, dans son ensemble, il y a une démarche qui est là, et puis on s'y est raccroché sans se poser de questions. Et puis on a rejoint d'autres mouvements d'Église, des paroisses, en se disant, mais c'est le même défi. Ça aide à décomplexifier les choses, les organisations?
oui, voilà, ça rend plus simple, avec le risque que du coup tout est lié. Et si c'est le bazar, c'est pas grave. Mais voilà, du moment qu'on avance, voilà. Oui, un gentil bazar organisé, voilà. Mais c'est notre monde, je crois. C'est intéressant dans ce que vous dites parce que finalement, on est en mouvement, les OGEC sont en mouvement, toutes les personnes qui sont là sont en mouvement. Vous avez vous-même évolué. Dans l'état d'esprit de vos équipes, vous avez senti ces évolutions, vous avez senti des gens qui vous prenaient pour un doux rêveur et qui aujourd'hui sont acquis à cette cause de Laudato Si. Est-ce que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus pérenne? Disons que c'est de moins en moins discutable. Voilà. C'est de moins en moins discutable. Ça reste discuté. Donc oui, on avance vers le pérenne, mais les freins sont là et les freins seront toujours là. Voilà, avec quel type de frein? Le quotidien. Le quotidien, absorbé par le quotidien, par des. Moi, je dis souvent, il faut qu'on passe de l'action de l'action, des actions à la culture. Voilà. Et la culture, on n'y est pas encore. On y viendra. D'avoir une vraie culture qui fait que dans notre quotidien normal, ces actions soient normales. Et qu'on n'ait plus à être dans une démonstration, dans une discussion, mais que ça fasse partie de nos référents normaux, tout simplement. Frédéric, je vous voyais acquiescer. Oui, je pense qu'il y a une situation pour l'Église qui est en France, mais pas qu'en France, qui n'a pas encore été très largement pensée, qui est la suivante à mon sens. Il me semble qu'aujourd'hui, nos contemporains vont rentrer en contact avec une institution ecclésiale d'abord par le biais d'un acte marchand, d'un acte économique. L'acquisition d'une prestation de service, enseignement, des soins à la personne dans une EHPAD, etc. etc. Au point que, préparant des travaux sur l'éthique économique pour des congrégations religieuses dans une session de la COREF, je regardais quelques statistiques de population qui constituent notre Église. Et à ma surprise, j'ai remarqué qu'il y a aujourd'hui, statistiquement, apparemment, plus de responsables d'établissements de l'enseignement catholique qu'il n'y a de prêtres diocésains en exercice en France. Et cela traduit bien donc que les canaux de communication de la bonne nouvelle ont complètement basculé du monde de la pratique cultuelle paroissiale vers d'autres modalités d'interaction. Or, ces interactions, elles passent par l'acte marchand, par le fait que des parents vont payer pour inscrire leurs enfants à une école, par le fait qu'on va placer une personne Alzheimer dans une institution enseignement tenue par des sœurs. Et c'est ce contact marchand-là qui va conditionner la perception de ce que c'est que cette institution ecclésiale à l'arrière-plan. Or, nous n'avons pas pensé notre mise en cohérence. Nous avons investi l'essentiel de nos efforts en matière de théologie morale sur les questions de bioéthique et de morale sexuelle. Nous n'avons pas fait le même effort d'investissement dans une réflexion sur les enjeux de l'éthique de nos entreprises d'église. Et je crois que c'est à cela que nous sommes invités aujourd'hui. La mise en cohérence par rapport à Laudato Si, c'est cette exigence-là que nos pratiques d'entrepreneurs, nous sommes des entrepreneurs. Donc nous sommes des personnes qui prélevons sur un environnement pour réaliser un projet que nous voulons signe de la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est que cette prédation si la façon de prélever ces ressources n'est pas cohérente avec la bonne nouvelle que nous annonçons, si elle n'est pas respectueuse du plus petit et de la destination universelle des biens? Il y a là un hiatus, des dissonances éthiques qui ne peuvent que contribuer au rejet de l'institution ecclésiale. Je crois que c'est là les enjeux de la mise en transition de nos établissements aujourd'hui.
Et j'espère que la Grande Aquitaine nous permettra de croiser les expériences de Bayonne avec ceux de l'OGEC de Bergerac. Absolument. Est-ce que, Philippe, vous disiez c'est en train de s'étendre dans le territoire, vous sentez qu'il y a de l'essaimage, pour reprendre un terme d'entreprise, qu'effectivement ça gagne un peu d'autres établissements? Oui, nous ne sommes pas seuls. On vient vous chercher, on vient, ou vous-même, vous voyez de nouvelles idées, comment ça oui, marche? Oui, on fait du benchmarking. Oui, voilà. Bah, oui. Oui, si on m'avait dit un jour qu'on parlerait ici dans l'église de cette façon-là. Bien sûr, on travaille en réseau, alors des réseaux d'affinité. Hein. J'ai en tête... moi, je travaille beaucoup avec un autre établissement scolaire du diocèse, hein, avec le collège Saint-Vincent à Hendaye. Deux exemples de coproduction. Nous avons créé un site de covoiturage, un site internet de covoiturage pour les familles, qui est en train d'essaimer sur toute la France. C'est le site T'es à côté, qui avait été présenté, je crois, déjà au sein de l'enseignement catholique et qui permet de mettre les familles en relation. Donc voilà, ça a été un croisement d'idées et de besoins avec Philippe Bancon, chef d'établissement à Hendaye. Lors de la mobilisation très récente des lycéens, on se dit qu'il faut qu'on propose à nos équipes pédagogiques des outils d'accompagnement pour en amont et aussi en aval travailler et réfléchir avec nos jeunes et qu'on ne soit pas juste sur une mobilisation factuelle. Donc voilà, on a créé un outil qui a été d'ailleurs qui a été diffusé à l'échelle nationale pour permettre aux équipes de travailler. Donc on est comme ça sur de vrais réseaux. On a la chance d'avoir une direction diocésaine aussi qui est sensible à cette démarche-là et qui essaie de nous accompagner, de mobiliser pour qu'on soit dans des échanges de bonnes pratiques, tout d'abord, puis que l'on se rencontre. Au niveau des OGEC, ça reste encore à travailler, mais si je suis arrivé ici ce matin, c'est parce qu'en discutant avec l'UDOGEC, lors de réunions, on a fait tout un travail autour de la solidarité entre établissements. On a écrit un livre blanc de la solidarité au niveau diocésain, et c'est là qu'on s'est retrouvés en commission à échanger sur ces problématiques-là. Donc petit à petit, c'est en train d'essaimer avec peu de freins, je dirais au moins sur le plan conceptuel. On sent que, comme je le disais tout à l'heure, c'est de moins en moins discutable. Maintenant, c'est sur la mise en forme que ça reste discuté et que ça doit l'être. Partagé. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé vos deux expériences. Vous restez là avec nous toute la journée, donc s'il y a des questions, on peut bien sûr vous rencontrer. Je voudrais qu'on donne la parole à Sœur Cécile. Elle avait un petit mot à vous adresser. Sœur Cécile, si vous aviez un message à délivrer à tous les présidents d'OGEC, les bénévoles qui sont là, y compris les salariés aussi. Surtout d'oser, oser aller de l'avant en prenant à bras-le-corps les défis dont le pape parle si bien dans Laudato Si, en nous disant que nous pouvons vivre cette sobriété qui est indispensable dans nos sociétés comme une sobriété heureuse, solidaire. Et je crois se dire, nous ne le pouvons pas tout seuls, aucun de nous n'est le sauveur, mais nous avons des responsabilités collectives à assumer. Alors allons-y avec enthousiasme, conviction, en mettant toutes nos compétences au service de ces défis.